cette mobilisation contre la réforme des retraites du gouvernement, plusieurs syndicats appelaient à la grève. Ce matin, à Grenoble, le cortège a réuni des milliers de personnes entre la gare et la Haute Vitesse. 2 ans après l'incendie criminel qui avait ravagé une partie de ses locaux, la Casemate, centre de culture scientifique et technique de Grenoble, entame sa reconstruction et va même s'agrandir. Et puis, coup d'œil sur la dernière exposition du musée de la Résistance et de la déportation de Grenoble, consacrée aux femmes des années 40, des héroïnes parfois méconnues qui forcent le respect. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du jeudi 5 décembre 2019, toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Il y a bien longtemps que l'on n'avait pas vu autant de monde dans les rues de Grenoble pour protester contre la politique gouvernementale. Ce jeudi matin, vous étiez plus de 30 000 selon la CGT, 12 000 selon la police, pour protester contre la réforme des retraites. Cheminots, enseignants, policiers, avocats, étudiants, personnel de santé, salariés ou défenseurs des droits des femmes. Alors que les premiers manifestants partaient de la gare vers 10h10, la queue de cortège quittait les lieux 1 heure plus tard pour se rendre à la Haute Vitesse. Devant l'ampleur de la grogne, les organisations syndicales n'excluent pas de poursuivre le mouvement. En fait, ce qui me pousse à faire grève dans ce 5 décembre, il y a 2 choses. La première, c'est une nouvelle attaque antisociale du gouvernement Macron. C'est-à-dire que cette réforme des retraites, il ne faut pas croire qu'il n'y a que les régimes spéciaux qui seront touchés. Et la deuxième chose, c'est rentrer dans un grand mouvement général. Un grand mouvement général au niveau national qui a commencé il y a un peu plus d'1 an maintenant avec le mouvement des Gilets jaunes le 17 novembre. Et un grand mouvement général au niveau international, c'est-à-dire de grandes révoltes populaires contre le système néolibéral qui détruit les peuples. C'est un moment qui va être historique dans le pays. On peut dire que le gouvernement a réussi à cristalliser, à faire converger l'ensemble de la population sur une date. On a déjà des secteurs où la reconduite est annoncée, où il y a des assemblées générales dès demain matin. Ce n'est pas encore tous les secteurs, mais effectivement, on va travailler à ça, justement, à ce que, il y ait des moments de mobilisation forts où on est tous ensemble, et ensuite que entreprise par entreprise, secteur par secteur, y compris dans le public, il puisse y avoir des mouvements qui se fassent sur les conditions de travail, sur la question des salaires, sur les problématiques propres aux entreprises. Alors du coup aujourd'hui moi c'était pour être solidaire avec les retraités, avec les assos qui sont là. En fait il y a pas mal d'assos de Grenoble, le DAL et tous ceux avec les infirmiers, les aides-soignants aussi, le personnel médical. Donc moi c'est globalement pour ça en fait et pour les retraites aussi. Environ 300 manifestants se sont détachés du cortège après le rassemblement Parc Paul Mistral. Quelques poubelles ont été brûlées, mais pas de blessés ni d'interpellations. Leur mobilisation a fini par payer. La ligne ferroviaire Grenoble-Gap ne disparaîtra pas. Depuis 2 ans, le collectif L'Étoile ferroviaire de Veynes, usager du train qui transporte en moyenne 1 millier de personnes chaque jour et élus des différents territoires, étaient mobilisés pour défendre cette ligne devenue vétuste et menacée de fermeture. Finalement, mercredi à Valence, le comité de pilotage a validé un plan de financement de 34 millions d'euros, dont 11 millions d'euros de l'État, 9,8 millions de la région Auvergne-Rhône-Alpes et 3 millions de SNCF Réseau. Premier coup de pioche en 2020 et 2021 entre Livron et Veynes. Les TER seront maintenus jusqu'à Claye en 2021. Puis deuxième phase entre Vif et Aspres pour une réouverture totale en 2022. C'était en novembre 2017. La casemate de Grenoble était volontairement incendiée pour avoir, selon la revendication publiée quelques jours plus tard sur un site anarcho-libertaire, accéléré l'acceptation et l'usage social des technologies de notre triste époque. Fin de citation. Alors que l'enquête est toujours en cours, ce jeudi matin, il était question de renouveau pour le plus ancien centre de culture scientifique et technique de France, qui fête ses 40 ans cette année. 1 million d'euros de travaux vont être engagés. C'est un moment qu'on attend depuis longtemps, depuis 2 ans environ. Et c'est à la fois le signe de la continuité, parce que pendant ces 2 ans, on a continué. Un petit peu restreint sur le premier étage qui était entièrement détruit. Mais par contre, on a maintenu une activité, on a développé notamment à l'extérieur avec des camions mobiles qui transportent du matériel et qui vont dans les communes pour apporter la culture scientifique et technique. Donc ça, c'est cette continuité, mais en même temps, nous profitons, c'est le signe d'un nouveau départ, et nous profitons de cet événement qui en soi est triste de l'incendie pour développer de nouvelles perspectives, rénover complètement ce premier étage
Et donc nous sommes repartis, nous existons depuis 40 ans, nous sommes repartis pour au moins 40 ans. En plus de la réhabilitation, les travaux permettront de créer une nouvelle terrasse et une salle polyvalente de 100 mètres carrés. La réouverture de ces futurs locaux est espérée à la rentrée 2020. Après une perquisition dans le quartier Mistral de Grenoble mercredi, 12 personnes ont été interpellées, dont 4 seront convoquées devant le tribunal correctionnel de Grenoble. Elles sont soupçonnées de participer à un trafic de drogue. À l'aéroport Saint-Exupéry, puis dans le quartier, la police avait découvert des sachets plastiques portant la mention Mistral 38 et décorés de feuilles de cannabis, ainsi que plusieurs kilos de résine. Et hier, dans un domicile parental perquisitionné, les policiers ont retrouvé près de 34 000 € en espèces. Les investigations se poursuivent, a précisé le procureur de la République, Éric Vaillant. Pendant que le musée dauphinois met en lumière le parcours de Rose Valland, qui a sauvé des centaines d'œuvres d'art pendant la Seconde Guerre mondiale, le musée de la Résistance et de la Déportation de Grenoble s'intéresse dans sa nouvelle expo à d'autres femmes des années 40, dont le rôle est souvent resté dans l'ombre. Elles ne représentent que 10% des médaillés de la Résistance. Laurie Baillet. Loin de la postérité des hommes, les femmes et leurs actions ont souvent été oubliées. Avec Femmes des années 40, le musée de la Résistance et de la Déportation de l'Isère revient sur l'histoire de ces femmes iséroises de l'entre-deux-guerres à la Libération qui se sont positionnées, qui se sont engagées. Elles étaient mères de famille, femmes de prisonniers de guerre, travailleuses, combattantes, collabos et pionnières. Être une femme dans les années 40, c'est avant tout, notamment après la mise en place du régime de Vichy en juin 1940, c'est être une femme cantonnée au foyer, à la maison. Être là pour rehausser la natalité française, pouvoir procréer, c'est aussi faire des choix. Le choix soit de l'engagement, soit également le choix plus sombre de collaborer. Soit juste être un soutien au maréchal Pétain parce que pour certaines d'entre elles, il est la figure tutélaire qui va sauver la France et qui va pouvoir trouver de quoi apaiser le régime d'occupation également. Moins nombreuses que les hommes, les femmes ont souvent été perçues comme secondaires. Elles étaient cantonnées à des rôles non décisionnels comme secrétaire de mairie, infirmière, mais employées comme agents de liaison. En Isère, certaines ont fait parler d'elles. On a nos deux pionnières qui sont Marguerite Gonnet, chef départementale du mouvement Libération Sud, et puis Marie Renoir, chef départementale du mouvement Combat. C'est inédit, je crois, en France d'avoir deux femmes en responsabilité comme ça à la tête de mouvements qui, dès 1941, vont s'engager. On a des femmes combattantes qui, elles sont peu nombreuses, mais en tout cas, elles ont elles aussi contribué à la lutte armée au moment où elle va se déclencher à partir de 1944. Nous avons également des femmes qui ont resté dans leur quotidien. Voilà, ce sont ce type de femmes-là dans l'engagement, avec des noms, je l'évoquais, Marguerite Gonnet, Marie Renoir, Louise Colomb, Mimi Minga, Ménie Fracassetti, voilà, et encore d'autres évidemment. Absentes des monuments commémoratifs, les femmes bénéficient d'une reconnaissance tardive. À Grenoble, l'avenue Marie Renoir voit le jour en 1968 et la rue Marguerite Gonnet en 2014. Une exposition à voir jusqu'au 18 mai 2020. Eh bien, dansez maintenant. Hommes, femmes grenoblois âgés de 65 ans ou plus sont invités par la ville en cette fin de semaine à esquisser quelques pas de danse au Palais des Sports. Et le maire Éric Piolle s'est également prêté au jeu de ce thé dansant. Pas de leçon de danse parce que c'est vrai que la valse, on la danse encore dans les mariages, même si c'est pas très souvent. Et puis je danse beaucoup de rock. C'est une tradition effectivement qu'on a instituée sous cette forme de thé dansant parce qu'on souhaitait quelque chose de convivial, de festif. Et donc c'est 2400 aînés qui sont accueillis là pendant 3 jours dans un temps qui est un temps de préparation des fêtes, préparation de Noël, mais qui peut aussi pour certains être une période d'isolement. Et donc c'est un marqueur fort de convivialité. Eh bien, on s'amuse, on se détend, on voit des spectacles, on danse. Il nous manque juste des gogo danseurs. C'est la première année qu'on vient au thé dansant. Nous étions venus il y a plusieurs années pour les vœux du maire. Et ce sont des amis et cousins qui nous ont amenés, qui ont trouvé que c'était très sympa et qui nous ont conseillé de venir. Et on est très contents. On y danse, mais on écoute aussi la musique, on écoute le spectacle, on regarde. C'est un bon après-midi, convivial et sympathique. Au programme également concert, cabaret, chorale ou numéro d'acrobate. Pour les autres jeux de jambes et pas de deux, l'agenda sport du week-end est préparé aujourd'hui par Mathias Arez.
Vendredi à 20h45, redémarrage de bloc pour le FCG Rugby avec une affiche aux allures de hockey sur glace. Les Grenoblois recevront Rouen avec l'idée d'engranger des points pour embêter Oyonnax juste devant au classement de Pro D2. Samedi 10h30, on chausse les baskets pour la bonne cause. Rendez-vous au parc Paul Mistral pour un 5 km au profit du Téléthon. Bonne ambiance, bonne humeur et bonne action. Dès 11h, les amants de la petite balle jaune pourront aller guetter du côté du centre de Ligue de Cessin des rencontres de haut niveau. Le GUC reçoit Montferrand pour la dernière journée des interclubs échelon Pro B. En soirée de samedi et dimanche matin, il faudra avoir beaucoup de courage pour se frotter à l'Alpha Run de Champs-Rousse. Différents formats, différentes distances, mais toujours avec beaucoup d'obstacles et de la neige. Allez-y, il reste encore quelques places. Tout le week-end, le complexe Aristide Bergès de Cessinay-Parisais accueille les demi-finales des championnats de France épée par équipe N1 et N2. Les meilleurs épéistes français, dames et hommes, seront là durant 2 jours et une bonne dizaine représenteront la France aux Jeux de Tokyo l'été prochain. Dimanche à 17h pour terminer le week-end, les brûleurs de loup recevront Bordeaux dans le cadre de la 26e journée de Ligue Magnus, l'une des dernières affiches de 2019 à Pôle Sud, difficile de refuser. Et à l'occasion de ce match, les BDL vous invitent à venir lancer des peluches sur la glace au profit des enfants bénéficiaires du Secours populaire. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.